Bonsoir, merci, bienvenue à toutes et à tous à la Cité du Vin. Nous sommes très heureux, honorés d'accueillir ce soir Monsieur Angelo Gaia pour un grand entretien animé par Jérôme Baudouin, qui est rédacteur en chef de la Revue du Vin de France. Et donc ce grand entretien a lieu grâce au soutien de notre mécène H&A Location. Donc on est ravis de cette soirée. Vous pourrez, après la rencontre, poser des questions. Et puis, à l'issue de ce rendez-vous, vous aurez la chance de pouvoir déguster un vin du domaine Gaia, donc à l'étage, au premier étage. Et pour les personnes qui sont en ligne sur Zoom, vous pouvez aussi poser des questions. Donc, n'hésitez pas, nous allons les transmettre. Donc je laisse la parole à Jérôme Baudouin. Bonne soirée. Bonsoir. Ravi de vous revoir ce soir. C'est le dernier grand entretien de l'année. Et ce soir, nous recevons un monument, mais vraiment un monument du vignoble italien. Un homme épris de culture, vous allez voir, qui va nous parler des grands vins italiens, mais aussi des grands vins du monde, des influences, des personnes qui ont traversé sa vie et qui l'ont influencé. De son père, qui a été un pionnier, de lui-même, qui a été aussi un pionnier dans son genre. Et je vous demande d'accueillir très chaleureusement Monsieur Angelo Gaia. Le micro. Moi j'ai mon micro là. Tu l'attends. Je suis là, oui. Alors je dois dire merci à qui m'ont invité à être ici ce soir à la Cité du Vin. Et en plus, je devrais parler en français, que je ne le connais pas bien. Et vous devez, l'anglais est encore pire. Je ne peux pas parler en italien, mais j'espère qu'ils sont capables de m'entendre. OK? Mais Angelo, vous parlez à vous. admirablement bien français. Non, OK. Non. Et avec la musicalité de la langue italienne, c'est encore plus beau. Non, je ne sais pas. OK, merci. À toi. Vous êtes installé dans le Piémont, dans le nord-ouest de l'Italie. Quelle est la particularité de cette région ? C'est la région qui a organisé la réunification de l'Italie. Alors, l'Italie était partagée en petits États et seulement à partir de 1861 est devenue un seul État. Et nous avons eu là un politicien très important qui s'appelle Cavour. Et c'est l'homme qui vraiment a travaillé beaucoup pour avoir cette réunification. Et encore, il avait un château dans l'area de Barolo. Et il a aidé aussi en cherchant une consultante de Bordeaux. Écoute, Bordeaux est toujours important, toujours important, Bordeaux, à faire en manière d'aider, à faire en manière que le Nebbiolo, qui est le cépage qui produit le Barolo, en fermentation, pourrait éliminer totalement le sucre, puisque dans le passé, il était difficile de produire ce Barolo sans sucre, et qu'après, bien sûr, il se transformait en vinaigre. Alors, ce monsieur-là qui arrive de la France et qui est invité par Cavour et qui donne les instructions pour faire. Alors, Bordeaux, c'est toujours utile. Donc, c'est Bordeaux, en fait, qui a inventé le Barolo. Pardon ? C'est Bordeaux qui a inventé les grands Barolo. Oui, aussi. Non, Cavour a été capable de chercher les amis qui ont été capables de nous aider. OK. Aujourd'hui, le domaine Gaia est présent où en Italie et ça représente combien d'hectares? Alors, l'exploitation est née à Barbaresco en 1859, oui. Fondée par mon arrière-grand-père. J'ai eu la chance d'avoir des maestri qui m'ont aidé
et qui ont été très importants. Grand-mère, Clotilde Rey, mon père. Qui est française. Française, oui. Sa famille était une famille commerçante de brebis et de chèvres qui travaillait originelle de la vallée de la Maurienne et qui avions la base de son travail à Modane et qui vendait sur le marché de Sousse en Italie. Et alors, elle, grand-mère Clotilde Rey, a vécu pour presque 12 ans à Chambéry, dans un collège. Elle est devenue maître d'école élémentaire. Et dans le 1905, elle a marié mon grand-père. Je porte son nom, Angelo Gaia. Mais c'est elle, une femme extraordinaire, alors, qui a distribué des valeurs. Oui, elle vous a, d'ailleurs, elle vous a transmis quelque chose qui est très important, parce que vous lui avez dit quand vous étiez tout petit que vous vouliez être artisan, c'est ça? Vous ne savez pas quoi faire? J'avais 8 ans. Alors on peut le voir sur la vidéo. Oui, j'ai 8 ans et je me rappelle qu'elle j'étais avec elle. Elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire pendant ma vie. J'étais totalement impréparé. J'avais peur d'elle. J'étais intimidé. Elle était très sévère. Et elle disait, tu dois devenir un artisan. Et pour devenir un artisan, il y a 3 passages. Faire, savoir-faire, savoir-faire, faire savoir. Alors voilà. Et elle me l'avait écrit sur un petit morceau de papier que j'ai perdu. J'ai perdu ce morceau-là. Mais elle m'a continué à le dire beaucoup de fois. Tu dois venir un artisan et pour faire... Savoir-faire. Faire, alors savoir-faire. Alors le faire, tout le monde doit faire les choses pour vivre. Mais le savoir-faire est spécifique de l'artisan. L'artisan a toujours un projet. Le projet, ce n'est pas seulement un projet pour vendre quelque chose. C'est un projet pour lui, pour affirmer ses idées, comme il veut le faire. Et il veut le faire à sa manière. Mettre du sens. Oui, absolument. Et alors, il pense, je ne peux pas dire qu'il pense 24 heures. Il a seulement ce projet-là dans la tête. Et de l'améliorer, et de trouver les détails, et de faire de mieux encore, etc. Après, s'il vient reconnu comme un maestro, alors il doit être capable de savoir faire, aider ses collaborateurs et sa famille à devenir artisan aussi. Et après, ce n'est pas terminé. Hein. Après, il faut faire savoir. Aller sur le marché, le marketing, hein, sinon c'est foutu. Hein. Okay. Savoir transmettre. Et votre père vous a aussi transmis des valeurs? Non, mon père, un autre maître que j'ai eu. Alors, pendant la vie, je pense qu'il est important d'avoir quelqu'un qui est capable de te donner des renseignements. Alors, grand-mère, très important. Mon père, vraiment, il était un artisan. Dans quel sens? Alors, né 1908, à 35 ans, pardon, dans le 1935, il entre dans l'exploitation et sa grand-mère, dans le 1937, donne lui le pouvoir de faire la cave comme il voulait le faire. Et grand-mère avait transféré à lui beaucoup d'ambition. Alors, il se met dans la tête avec le Barbaresco, qui était un vin plus encore qu'un underdog, un vin considéré presque rien. Oui, alors il se met dans la tête de battre le Barolo. Projet fou. Alors, on va regarder une carte pour que vous ayez un peu la mesure de la... Hop, on a une carte, je l'ai vue, voilà. Barolo et Barbaresco. Oui, le Barbaresco, à ce moment-là, était absolument... pas considéré, absolument. Alors, il se met dans la tête de faire... Alors, comment réaliser ce projet-là? Il le fait. Alors, il était une période, ces décades-là, jusqu'à la fin du siècle passé, chez nous, sur le Nebbiolo, qui est le cépage qui produit le Barbaresco, et qui est un cépage de mûraison tardive, et il arrivait de ramasser des raisins de qualité 2-3 ans chaque 10. 2-3 fois chaque 10 ans. Alors, après 2-3 millésimes, 2-3 années moyennes, et 4 années pires,
de mauvaise qualité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il garde dans sa cave. cave exclusivement de 2-3 millésimes de qualité sur chaque 10 ans. Et il vend en vrac tout le reste. Il ne peut pas voir tous les autres millésimes et les autres années. Alors, et il travaille seulement sur le 2-3 les meilleurs. Et il les âgés 5, 6, 7 ans dans grand fudre. Et après, je pense qu'il faisait aussi quelques assemblages et il sortait avec une vin qui ne portait pas le millésime, mais vieille réserve. Sûrement, le vin était de qualité. Et alors, et il pensait qu'à ce moment-là, aussi le prix devenait important pour reconnaître la dignité de ce vin. Alors, il vendait ce Barbaresco-là, considéré un underdog, à le prix plus élevé encore que le Barolo. Incroyable. Et c'est comme ça que Gaïa est devenu... Et après, il a mis sur l'étiquette le nom, celui qui a mis sur l'étiquette le nom Gaïa, avec une hauteur de 3 cm. Si tu t'appelles Giscard d'Estaing, comme tu fais à faire un nom là, sur l'étiquette, tu sais, mais si tu t'appelles Gaïa 4 mois, on peut le faire. Et alors, il a mis là pour dire... Tu penses qu'il y a un underdog, qu'il y a un vin de bas qualité, mais là, c'est le Barbaresco de Gaïa, c'est mon père. On a une photo d'ailleurs des étiquettes. Attendez, hop, on va avancer un petit peu. Alors, voilà, Giovanni, votre papa. De papa. Alors, lui, il est mort à 94 ans. Et il m'a aidé à apprécier, à boire le vin à la table. C'était un grand dégustateur. Avec la nourriture, avec des amis. Et là, c'est vraiment avoir un plaisir qui fait sourire la vie. Là, le vin est extraordinaire. C'est ça la richesse du vin, c'est d'être capable de transcender une table, ou transcender les liens entre les hommes. Et si tu veux, quelquefois aussi, de supérer les limites. Tu ne dois pas le faire toujours, hein, mais quelquefois, on peut supérer les limites et connaître un peu l'ivresse, sortir du cocon. Le vin est extraordinaire. Hein. Et le vin, il n'y a pas d'autres boissons dans le monde qui ont la profondeur culturelle du vin, qui a des racines dans l'humanité, dans l'histoire, dans la culture, dans la tradition, dans la religion. Eh oui. Les spiritueux ou les apéritifs, forget. Est-ce que vous êtes un homme spirituel? Non, je suis plutôt matériel. Je ne passe pas à spirituel. J'en crois rien. Non, non. Non. Et quand vous arrivez, vous, en 1961, oui, au domaine familial, oui. Quel est le paysage viticole en Italie? Quels sont les grands vins qui existent en Italie? Est-ce qu'il y a des grands vins à cette époque-là? Alors, il était une époque que le vin avait une fonction alimentaire. Voilà. Et alors, la culture en Italie est que le vin devait avoir le même prix du lait, du pain, et être abordable et qui faisait la partie de l'alimentation. Alors, le concept de luxe, pour nous, Italiens, a été toujours difficile à comprendre. Et en effet, les pôles de luxe que les Français ont été capables de faire, en achetant aussi en Italie, en rattachant toutes les choses de luxe que nous avons là, et que vous avez su déjà, connu dans le passé, d'avoir le vin comme boisson quotidienne, mais aussi le vin de luxe. C'est ça. Que chez nous, les deux catégories cohabitaient. Oui, nous n'étions pas capables de le faire. Mais chez les Romains, ça existait aussi. Il a demandé du temps. Il a demandé du temps. Seulement arrivé dans ce siècle que l'Italie s'est bougée un peu et a commencé à monter un peu. Et vous avez été attentif, vous, dès votre début de carrière, aux vignobles étrangers, notamment français. Vous êtes proche de la Bourgogne, quelque part. Alors quand j'ai étudié pour devenir œnologue. Oui. Et après, je suis allé à l'université d'économie, qui était la faculté qui donnait la possibilité de terminer les études sans aller à l'université, sans présence. Alors là, m'a donné la possibilité... Sans être présent, c'est ça? Sans être présent. Que mon père voulait
que absolument je devais faire du travail dans les vignobles. Et alors, le premier, je suis entré dans l'exploitation en 1961 et mon père m'a fait travailler, et je pense qu'il a été très important, pendant 4 ans, en dépendant, consacrant 3 ou 4 jours par semaine dans les vignobles. Et à travailler. Il était le moment, par exemple, que quand nous devons planter de nouveaux vignobles, avant se plantait le prographe, et après il fallait le faire, oui, là, engenouillé. Mon père avait un homme qui gérait les vignobles, qui n'était jamais content. Je disais que je ne travaillais pas bien. Et poussait toujours. Et je me rappelle, si, par exemple, on ne voulait pas voir de l'herbe dans le sol, et s'il y avait un petit fil d'herbe à côté aussi du cep qui commençait, il fallait, pas avec les mains, mais avec la zappe, il fallait, et si tout ne faisait pas bien, alors il était contraire, que je ne savais pas faire. Ça m'a été une école très importante. Et de vivre là aussi dans le vignoble, qui veut dire que tu travailles pendant toute l'année, et après peut arriver une grêle qui te... qui anéantit tout. Oui, sinon tout, qui crée des dommages très importants, et tu n'as pas tu ne peux pas faire une grève, ou tu n'as pas de union que tu peux dire défendre mon intérêt. Tu dois accepter. C'est la nature, oui. À la nature. Nous sommes là sous le ciel. Alors, de le comprendre. C'est une école de vie. Qui connaît tous ceux qui travaillent en agriculture, bien sûr. Mais on a beaucoup de vignerons, je pense, ce soir, qui sont là et qui vous comprennent parfaitement. Oui. Et est-ce que vous allez... donc, vous entrez dans la propriété. Est-ce que vous allez vous échapper pour aller voir donc les autres vignobles, ou est-ce que ça va venir plus tard? Non, on a cherché. Alors, il était important d'apprendre et de voir. Je me rappelle que j'allais en Hérole, à côté de Montpellier, à l'École des Rois, au Gros du Roi, où il y avait une école expérimentale. Dans un moment que l'Euro était en train de refuser de continuer seulement à produire des vins de coupage, mais faire aussi des vins de bouteille. C'était une école très, très, très intéressante, etc., où j'avais rencontré là Pierre Gallet, Pierre Gallet, l'ampélographe Pierre Gallet. L'ampélographe, superbe, etc., professeur Saboy, etc. Et aussi, il y avait à Montpellier un restaurant Frère Runel qui faisait des poissons extraordinaires. On le rappelle bien. Ça va très bien. Oui. Et après, j'avais aussi des fréquentations pour nous plus faciles probablement avec la Bourgogne. Alors, nous sommes différents. On ne veut pas faire de confrontation. La Bourgogne, c'est la Bourgogne. Nous ne sommes pas la Bourgogne. Mais avant, nous avions de même un peu principe de travailler avec un seul cépage. Des exploitations, beaucoup de fois, qui sont très petites, mais qui sont significatives dans la production, etc. Et après, j'avais eu la chance, un peu, une drôlerie, etc. En 1977, nous sommes partis avec une petite maison d'importation et distribution de vins en Italie, et nous avons commencé avec le domaine de la Romanée Conti. C'est votre premier client. Alors, je me rappelle que j'avais visité le domaine en 1978 et que la Loubise était là. Et elle m'a donné la possibilité d'aller dans la cave avec Bernard Noblet, qui était le régisseur, et qui a commencé à me faire goûter tous les vins rouges et qui avait posé le Montrachet à la fin. Alors, surprise,
pour notre culture, le blanc devait commencer... De commencer par le blanc plutôt que le rouge. Et voilà. Mais il restait parfaitement à la finale, etc. Et après, il m'a donné la possibilité de tout arrêter ici, que nous mangeons ensemble, etc. Et après, elle a quitté, puisqu'elle avait du travail à faire. Elle m'a laissé là, avec une bouteille de La Tâche, avec du jambon farci et avec des asperges. Elle avait un chien berger, comme une chèvre plus grande assez, sous la table. J'ai peur de chien. Et le père était là, sous la table. Et je ne savais pas tout Où mettre les pieds. Où mettre les pieds. Mais OK, ça a été toujours une expérience. Et là, j'ai commencé aussi à connaître des petits producteurs artisanaux, mais faisait beaucoup. Et après, nous avons commencé, je dois le dire, nous avons commencé quelques années après à travailler, à importer et à distribuer en Italie le vin de Jadot. Jadot, oui. Où l'année passée, à New York, en occasion d'un événement, sur une conférence en front à 1000 personnes, il y avait Pierre-Henri Caget qui est monté là à parler et qui n'a dit un mot sur son vin et sur sa exploitation. Il a parlé seulement de la Bourgogne et de la philosophie et de l'esprit de Bourgogne. Chapeau. C'est un grand monsieur. Oui, absolument. Et vous allez amener une innovation à la suite de votre père dans les élevages. C'est-à-dire que le cépage Nebbiolo, vous allez l'élever dans des barriques françaises. Alors là, a été un scandale. Non pas pour le boiser, mais pour l'affiner. Alors, a été un peu un scandale quand nous avons commencé à le faire là, en 1969. Nous avions commencé à importer d'un négociant de Bordeaux des barriques. Ils m'avaient dit qu'il était des barriques de 2 ou 3 ans. Après, on a compris qu'il était des barriques de 20 ans. Mais OK. Allez Bordelais. Oui, la raison d'avoir des fûts et des AEGG, pour ne donner pas trop de tanin, parce que nous pensons... Et on a commencé à l'utiliser. On l'a utilisé toujours à côté de Grand Foudre. Alors, le passage, le Barbaresco faisait toujours une période un peu en barrique. Et les barriques étaient jamais seulement 10 ou 10% de barriques neufs. Oui. Et après, mais en arrivant dans ce siècle, je pense, alors, j'ai les fils qui sont entrés dans l'exploitation et qui font son travail bien et qui ont décidé de limiter beaucoup l'utilisation des barriques et chercher de faire des vins, de ne pas chercher la concentration et de faire un barbaresco. Alors, je m'excuse, j'abuse d'un mot élégant. Tout le monde dit de faire des vins élégants, etc. Mais plus subtil, à notre avis, que est le caractère un peu particulier des vins réalisés avec le cépage Nebbiolo. Que je dis, il faut, pour nous, que nous travaillons avec les cépages indigènes, alors je pense que nous avons le devoir, dans le vin, de rendre soit la variété reconnaissable, la variété et le lieu où le vin arrive, pas faire un vin international. Et quelquefois, je pense que pour ce vin-là, produit par les variétés indigènes, et aussi, ce n'est pas une erreur de laisser dans les vins des traces minimales d'imperfection, mais qui aident à fixer l'origine du vin. Alors, est-ce qu'un très grand vin... Sans accourir après à chercher absolument la perfection, qui probablement quelquefois vient chercher dans la cave, plus que dans le vignoble. Est-ce qu'un très très grand vin doit être parfait ou pas? Alors,
peut-être qu'il est possible de le faire avec des cépages internationaux. Et vous avez montré que pour le Cabernet Sauvignon, le Merlot, etc., pas de problème, est possible. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile sur les cépages indigènes. Mais tu vas marcher, et puis on arrête. Tu vas marcher, encore, marcher. Alors, oui. Alors, Italie. Alors, j'ai fait un pays comme l'Italie comme un arlequin. Alors, il y a... C'est tout début. Au début, oui. Voilà. Un arlequin. Alors, je pense qu'il n'existe pas un pays comme l'Italie qui a les vignobles dans tous les coins. Ils sont présents dans toutes les régions. Vrai. Absolument. Et sont 350 variétés différentes. Et quelle est la force de l'Italie? La force de l'Italie, aujourd'hui, je pense, est de faire des vins identitaires qui sont construits qui sont produits à travers ces cépages totalement différents. Chaque région, chaque area viticole, en donnant presque 530 différentes appellations d'origine et indications géographiques, typiques, etc. Alors, mais l'Italie a été capable, et je pense aussi là, c'est quelque chose d'important, de montrer qu'elle peut jouer sur deux tables. La table de cépages internationaux, ça veut dire français, oui. Et la table de cépages indigènes. Autochtone. Alors, sur la table de cépages internationaux, c'est la Toscane qui a un primauté. Et là, avec Sassicaia, qui est le vin qui est produit à travers Cabernet Sauvignon, c'est le Cabernet Sauvignon plus important d'Italie. Et le Sassicaia est le Cabernet Sauvignon italien plus recherché dans le monde entier. Tout incroyable. Sans faire la chose qui impressionne de Sassicaia est qu'ils sont arrivés là sans faire de marketing. Très low profile. OK. Et après, il y a sûrement d'autres producteurs aussi en Toscane, et pas seulement en Toscane, qui ont été capables de faire... Mais notre réserve, la force de l'Italie, à mon avis, encore dans le futur, sera sûrement constituée par la richesse que nous avons de cépages indigènes et qui ne sont pas toutes valorisées. Par exemple, sur les raisins noirs que nous avons, on connaît maintenant le Nebbiolo, Sangiovese, en Toscane, et l'Aglianico. Sont les trois variétés dans le sud qui ont montré. Mais nous avons beaucoup d'autres qui ont la possibilité et qui sont très curieux et qui font de vins à surprendre. Et dans les variétés blanches, nous avons la Ribolla dans le nord-est, mais dans le centre, deux variétés excellentes, le Verdicchio et le Fiano. Et sur l'Etna, où nous avons fait démarrer... Vous avez une propriété, vous, là-bas? Oui, une joint venture sur l'Etna, sur une variété de blanc qui s'appelle Caricante, très intéressant. Alors, je pense que ça devient utile aussi à penser en Italie à la délocalisation. Alors, ça sera, il fallait de temps, il est nécessaire de temps pour avoir des cèpes, des vignes qui sont capables à résister au changement climatique. Oui, new genetic technique, etc., de le faire, etc. Et dans le temps, nous devons protéger les vieux vignes qui sont là aussi encore et qu'on espère que la recherche est capable de nous donner des produits phytosanitaires moins toxiques. Tu sais, puisque nous devons continuer à travailler. Notre trésor sont les vieux vignes. Tout à fait. Ils continueront alors en attente de planter de nouveaux avec des variétés peut-être ou des choses particulières, etc. Comme nous avons la nécessité absolument que la recherche nous donne aussi des post-greffes plus adaptés au climat aride. Mais je pense que la recherche est là et nous donnera des surprises. Et il faut garder un optimisme. Je pense que le futur, on aura des opportunités. D'un côté, il y a le changement climatique qui nous gêne, et après,
l'anti-alcool qui est parti de Bruxelles. Alors ça, c'est un autre volet, l'hygiénisme Voilà, hein. Alors, c'est pas qui lutte facile. contre le vin. Mais je pense qu'il y aura des surprises et sûrement dans le futur, il y aura beaucoup de nouvelles opportunités. La capacité aussi, si nous avons par exemple dans le vignoble, nous avons acquis beaucoup de connaissances sur la surface, mais on est en train de comprendre de plus en plus ce qui arrive dans le sous-sol. Oui, et comme les dés, etc. Alors, je pense que ça sera beaucoup de nouveautés qui arriveront, qui seront très importantes, utiles pour faire de vin plus de qualité. Et je disais déjà aujourd'hui que la chose que nous devons être capables est notre milieu, le milieu de vin, est de faire améliorer, monter la qualité sur la catégorie de prix de bouteilles chez les cavistes entre 10 et 25 euros. Là, il faut faire, et nous pouvons beaucoup faire d'efforts. Absolument, beaucoup d'efforts à faire monter la qualité. Vous croyez que c'est ça, c'est la qualité des vins, cette progression de la qualité des vins dans cette gamme de prix qui va séduire les jeunes à une période où on pense que les jeunes se détournent du vin? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une manière de les séduire? Non, je n'ai pas compris. Pardon. Est-ce que le fait de monter la qualité, de rendre des vins... Le fait de monter? D'augmenter la qualité des vins dans les prix de 10 à 25 euros, ça va permettre aussi de capter les jeunes consommateurs? De capter les jeunes, absolument. Pas seulement ceux qui aiment boire le vin, goulaillant, etc. Hein, mais là, c'est absolument très important. Et nous devons savoir que nous pouvons le faire. C'est ça. Oui. Est-ce qu'en Italie... Pas seulement penser à faire de grands vins. Hein. Les grands vins sont aussi importants, bien sûr. Hein. Mais là, c'est quelque chose... Et je pense que nous avons le devoir aussi, comme maison, que nous cherchons de faire des vins plus importants, des prix élevés, etc. Mais de travailler là, dans le secteur là, de cette catégorie de vins-là. Est-ce qu'en Italie, vous êtes confronté, comme en France, à un détournement de la consommation des jeunes? Est-ce que les jeunes se détournent en Italie du vin? Oui, alors la consommation est destinée sûrement à baisser, mais il y aura d'autres marchés. Alors moi, je pense que... Alors, je dis que la consommation baissera et à côté, la production mondiale de vin baissera. Tous les deux baisseront. Alors, mais il y a des marchés à explorer. Avant tout, nous devons être capables de transférer. Alors, storytelling, je ne sais pas. Nous devons être capables de transférer en pas beaucoup de mots, transmettre la culture qu'il y a dans le vin, l'héritage de culture extraordinaire qui est dans le vin. Et il faut être capable de le faire. Moi, j'ai toujours refusé de mettre le nez dans les verres, que je n'étais pas capable. Je le laisse faire aux winewriters et les autres qui sont capables, mais je cherchais toujours de m'inspirer de l'univers qu'il y a à l'extérieur des verres. Il y a un monde qu'on peut parler du vin. Et alors, je pense que donner valoir, être capable de mettre sur le plateau, c'est... de l'émotion. Oui. D'ailleurs, vous avez un souvenir, parce que on va dire que la qualité des vins est une chose, mais l'environnement dans lequel on boit le vin, les souvenirs que ça procure, renforcent la qualité du vin. Mais encore, je pense, nous le disons avant, il faut protéger ce boisson. Et moi, j'ai insisté beaucoup de fois dans le passé, mais j'ai toujours perdu. Je ne suis jamais réussi à obtenir. Je pense qu'un jour, il doit arriver d'être capable de séparer l'image du vin de l'image de spiritueux et de apéritif. Ce sont deux choses différentes. Le vin est produit depuis 12 000 ans avec un procès
à travers les levures qui transforment le sucre en alcool, qui ne peut pas être plus naturel, plus bio. Le spiritueux a une multiplication d'alcool qui n'a rien à faire avec le naturel. Et les apéritifs, encore, sont de alcool distillé. Tout à fait. Alors, je ne dis pas que nous devons faire la guerre. Nous ne devons pas faire la guerre, mais chacun a sa place. Et marquer la séparation est très important. Parce que le vin porte autre chose comme héritage. Oui, absolument. Alors, totalement différent. Tout à l'heure, là, on voyait la carte et vous nous parliez des cépages autochtones. Mais l'Italie, c'est aussi la table. Et vous avez autant de cépages que de recettes de cuisine et de diversité culinaire. Je pense qu'il y a Est-ce que c'est lié? Il y a une chose curieuse. Alors, chaque coin, chaque région, chaque province a son propre variété, différente l'une des autres. Et là où il y a ces variétés, chacun différent, la cuisine locale est différente. Aussi oui. Alors, la question est, elle est née avant la cuisine ou elle est née avant le vin? Je ne sais pas. Mais sont des choses, oui, différentes. Et là, ça fait la richesse sûrement de l'Italie. Nous vivons dans une région au Piémont, qui a été un peu, le Piémont viticole a été découvert plutôt récemment. Parce que la Toscane a pris valeur, est devenue sûrement la région italienne plus importante pour les touristes, riche absolument de beauté culturelle, de fantastique d'art, etc., que nous n'avons pas. Mais le sud du Piémont, qui est la région viticole, alors nous avons une chose importante, c'est qu'avec ces pages-là indigènes, la plaine qui est sous les coteaux, sous les collines, est une sol qui se forme par érosion et que le sol est trop gras. Alors, si on veut faire de la qualité avec les cépages indigènes, on ne peut pas faire la qualité en plaine. Dans la plaine. Il faut aller sur le coteau. Ah, on le voit là. Oui, le coteau, dans tout le monde. Et ça rend aussi... C'est un spectacle à le voir, hein, bien sûr. Là, c'est magnifique. Magnifique. Alors, sur les coteaux, dans toute l'Italie, un peu spécial. Et à côté de la mer, sur l'Etna, sur... Là, où est-ce que c'est ici? Là, c'est Sicile. Non, pardon, Puglia. C'est dans les Pouilles. Non, pardon, Campania. Campagne. C'est à côté une région à côté de Capri, à côté de la mer, oui. Alors, pas spécial. Et il faut être heureux aussi d'avoir ces choses-là, savoir les protéger, être capable de comprendre que constitue un héritage extraordinaire, le garder, le protéger, et avoir aussi un grand respect de ce petit producteur. Qui sont, alors, en Italie, il y a presque 33 000 caves. 33 000 caves. Alors, la grande majorité sont de petites caves qui produisent ce vin-là à travers ces variétés-là indigènes et qui sont tout de vins différents. Mais protéger les petites caves est très important. Il faut les protéger, il faut les aider, pas couvrir de bureaucratie. Alors maintenant, ça ressemble que sûrement pour gagner tous les stages de soutenabilité, etc., il faudra garder des registres, monter les choses, etc. J'espère qu'il ne soit pas des choses qui gênent ou qui créeront des problèmes aux petites exploitations. Qui, chez nous, représentent constitue une présence absolument de qualité, très importante. Alors, il y a une question qui, avec la protection, c'est la transmission. Aujourd'hui, vous avez vos 3 enfants qui travaillent avec vous. Comment vous leur avez transmis la propriété et ses valeurs? Comment ça se passe, l'organisation? Alors,
j'ai dû voler le métier de mon père. Et quelqu'un pensait que mon père était jaloux de moi. Il n'était pas jaloux de tout de moi. Mais il pensait que toutes les choses qu'il connaissait, qu'il était en commun, que tout le monde devait connaître. Alors moi, je suis plus agressive avec mes fils. Et alors, j'envoie des notes écrites à la main, des emails, presque deux ou trois par votre fille qui est là et qui vous écoute. Par semaine, oui. Et alors, ils ont fait un fichier sur le computer et qui ont donné le titre « Tu l'aviez dit ». Alors, mais je ne sais pas s'ils le lisent, etc. Mais OK. Transférer le savoir, transférer l'expérience, bien que, alors, je pense qu'il faut être capable de s'appliquer pour lire le présent avec les yeux de demain et pas lire le présent avec les yeux d'hier. C'est vrai, le passé est un refuge qui nous plaît, puisque nous connaissons exactement dans le passé les choses qui ont fonctionné et les choses qui n'ont pas fonctionné. Tout à fait. Mais le futur est le seul endroit où nous pouvons aller. Alors d'un côté, je ne le dis pas pour le rire, il faut reconnaître aussi un droit à la quelquefois, alors, la tête. En italien, et puis votre fille va traduire. Non, ok. Il faut être respectueux de ceux qui pensent que le passé a été très important et qu'il faut être capable. Et c'est vrai, ils donnent des renseignements, mais dans le même temps, il faut être préparé et il faut organiser le futur que nous avons en face avec des problèmes, mais des opportunités. Et d'ailleurs, vous avez toujours les yeux rivés sur le présent et sur l'avenir, parce que vous êtes un grand lecteur de la presse. Non, et après, je pense que si tu veux faire entrer les jeunes, le fils, dans l'exploitation, et jeunes trois, tous les trois, sont là. Photo là. La photo là. Alors là, il y a ma épouse qui représente le 51% de l'exploitation. Hein. C'est la plus forte. Après, à gauche, c'est Rossana. Après, Giovanni, qui a 31 ans. Gaia, qui a 45, et moi. Alors, nous sommes tous ensemble. Alors, si tu veux faire entrer les jeunes, tu dois commencer à les habituer à parler dans la tête. Et chez nous, on parlait quand ils étaient à l'école et après on déjeunait ensemble, dînait ensemble. C'est vrai, on a toujours partagé le problème de la cave, etc. Il écoutait, bien qu'apparemment il ressemblait être dehors, pas à l'extérieur. Mais et après, quand il entre, il faut donner aux jeunes la possibilité de développer ces projets. Tu ne peux pas prétendre qu'ils travaillent seulement sur les projets des vieux. Hein. Il faut donner... Et quelquefois, là, ça crée quelques problèmes. Hein, parce que, bien sûr. Hein. Alors, il faut chercher d'apprendre à vivre ensemble correctement, sans se faire... Oui. Et alors, comment ils se partagent les tâches ? Alors, est-ce que... Alors, Rossana, alors, nous avons... une petite maison d'importation. Alors, on a perdu le domaine de Romani-Conti en 1990 quand il y a des problèmes entre les deux héritiers. Mais a été une expérience extraordinaire. Alors, la petite maison d'importation qui achète des vins à l'extérieur et qui vendent en Italie. Giovanni qui travaille sur le marché extérieur. Gaia aussi a travaillé beaucoup sur le marché extérieur. Maintenant, ne regarde plus le bureau, etc. Ma femme qui travaille tous les jours jusqu'à 8 heures dans le bureau.
Je ne suis pas totalement d'accord. Je pense qu'elle devrait être à la maison un peu avant et pendant que moi aussi, moi, OK. Et après moi, alors, j'ai 84 ans, je suis en train d'aller vers 85. Alors, tu sais, avec l'âge, il y a quelques problèmes, puisque d'un côté montent les connaissances, l'expérience, mais on perd quelque chose, hein. On perd la mémoire. Tu as vu, avant j'ai perdu quelque chose, la mémoire. Après aussi, on est moins athlétique et aussi on perd d'autres choses. Alors, j'ai un ami qui s'appelle Luciano, qui a 95 ans. Alors, pendant sa vie, Luciano avait toujours autour de lui des femmes, de beaux femmes, d'intelligents, etc. Incroyable. Alors, je le rencontrais récemment et je lui ai demandé est-ce que tu aimes encore les femmes? Et il m'a dit oh oui, absolument, mais je me ne rappelle pas pourquoi. Mais garder, je pense, la vieillesse commence quand le regret devient plus que le rêve. Alors, je cherche de garder les rêves. Vous les avez. Pour ralentir la vieillesse. Et alors, il me fait plaisir de travailler. Le travail me garde. Je travaille plein temps. Et je le fais avec plaisir. Et je ne sais pas si je suis une aide pour la famille. Je pense oui. Je pense oui. Quelquefois, il y a quelques contrastes, bien sûr. Mais il me fait plaisir de travailler et et de faire fonctionner là toutes les choses, etc. Et ça va comme ça. Et quand il arrivera, puisque l'éternité n'existe pas pour aucun, alors il ne faut pas avoir peur. Ça arrive, la nature fait son rôle. Mais OK, pour le moment, ça va bien. Et je suis très content d'être ici, à raconter mes histoires. Comment vous avez... Ah non, encore j'oubliais. Alors, c'est mon père qui m'avait fait comprendre comme était utile la restauration pour le vin supposé de qualité. Alors, c'est lui que dans les 1900, dans le décade 60, que j'avais commencé à travailler avec lui, il m'avait fait comprendre qu'il était important d'introduire le barbaresco qu'il produisait chez quelques cavistes qui, à ce moment-là, ils étaient le Weyerreiter, les cavistes, ceux qui connaissaient la raison et qui étaient capables de parler de vin. Et si tu produisais quelque chose d'une qualité qui surprenait, etc., ils étaient capables de parler, de construire et à travers le pourparler de faire connaître. Mais la restauration fondamentale. Alors, et mon père suivait là ce restaurant, il était très capable, il était très capable aussi, un orateur à parler, mais un grand artisan. Et il comprenait que avoir le vin et mettre le vin dans le restaurant, et quand à partir du moment que dans les restaurants sont arrivées aussi les cartes de vin, quand tu es sur la carte du vin, tu as gagné un espace gratuit. Ah, c'est une publicité gratuite. Alors, il m'a convaincu, il m'a dit que je devais aller. Alors, je l'ai compris rapidement aussi, moi. Et je me rappelle que nous avons commencé à partir de 70, des décades 70, à chercher des importateurs. Et quand j'ai voyagé, alors en Italie,
Pardon, en Italie, nous avons un réseau de ventes avec des vendeurs, des agents multicartes, que maintenant, ils ont des portefeuilles avec 50, 70 producteurs. Ils vendent ce qu'ils demandent. Ils ne sont pas plus constructeurs d'images, peu différents que dans le passé. OK. Mais en Italie, nous vendons en Italie, pour Gaia, presque le 16% de la production que nous avons est vendue presque totalement dans le restaurant. Alors, c'est mon père qui m'avait fait comprendre l'importance des restaurants et de faire monter la demande chez les restaurants. Alors, nous n'avions rien contre les grandes surfaces, mais nous n'avions pas quantité suffisante pour fournir aussi les grandes surfaces. Et dans le siècle passé, il arrivait aussi que les restaurants, quelquefois, étaient un peu méfiants sur les bouteilles qui étaient dans les grandes surfaces. Pas plus maintenant, c'est passé. Aujourd'hui, on dit que vous êtes présent sur à peu près 1000 cartes de vin. Écoute, alors, je me rappelle que j'allais, par exemple, aux États-Unis, au Japon, un marché important, en Allemagne, etc. Allemagne, toujours difficile. Et je me rappelle que je demandais à l'importateur de me donner la possibilité à déjeuner, de faire 3 restaurants, un à 11 heures, l'autre à 1 heure et l'autre à 3 heures à l'après-midi. Pour me présenter, pour dire que j'étais Angelo Gaia, le fils de Giovanni, et que nous produisons un vin presque inconnu, mais qui avait un prix important et qui voulait faire aussi de la qualité, etc. Et d'entrer là, d'avoir la possibilité d'entrer. Et est vrai qu'ils nous ont aidés beaucoup à l'étranger, le restaurant de cuisine italienne. Là, on était sûrement une opportunité. Après, il est devenu important d'être aussi avec des importateurs capables de toucher aussi la restauration ethnique ou les grands hôtels, etc. Mais nous avons toujours suivi. Et la leçon arrivée de mon père, la restauration, absolument important. Maintenant, nous perdons un peu de travail. Je pense que nous ne sommes pas sur des plateformes qui vendent les bouteilles directes, etc. Mais arrivera aussi. Mais la restauration reste pour nous encore très important. Et c'est le même travail que nous faisons sur les produits d'importation qui sont vendus presque totalement dans la restauration. Oui. Et pour vous, le vin, sa place est à table ou il peut être consommé en dehors de la table? Non, je pense absolument. Il faut se rappeler, alors très important, d'avoir le vin avec la nourriture, à la table, avec des invités, de partager avec les invités. Et je ne vais pas le vin au verre, hein. Je veux la bouteille. Hein. Ah non, le vin au verre, je le laisse aux autres. Je comprends qu'il est important aussi pour le dire, mais je veux la bouteille, là, sur la table, et la partager avec, etc. Alors, sur la table, il y a aussi d'autres choses. Il y a le fromage, il y a le beurre, il y a la viande, que si tu fais des exagérations, des excès, sont nuisibles à la santé, bien sûr. Alors, le vin, il faut faire un peu plus d'attention, mais le vin est unique. Hein. Alors, si tu gardes, si tu as à la table, là, ceux qui commandent le vin et qui gardent à la carte de vin et commandent de vin, ils deviennent un peu une personnalité dans ce moment-là, hein, qui peut, et alors il commence à dire, par exemple, que dans sa cave, il a commandé une bouteille, mais dans sa cave, il a ce bouteille-là, il a ce vin-là, de plus âgé, et il connaît la cave, il connaît aussi le maître de chez, il a visité la cave, il a vu. Là, c'est culture, c'est toute culture. On ne le fait pas sur la viande, on ne le fait pas sur le fromage, on ne le fait pas sur le beurre, sur le vin aussi. Alors là, c'est la profondeur, la richesse du vin, là, qui s'exprime en différents. Oui. Alors, vous avez une propriété en Toscane. Oui. Alors, on revient un petit peu en arrière, mais dans les années 90, et c'est 2 cultures différentes, c'est-à-dire que le Piémont, vous avez un cépage, le Nebbiolo, et
Oui, En c'est Toscane, vrai. c'est la culture de l'assemblage. C'est Qu'est-ce que vrai. ça fait dans la tête d'un vigneron de faire deux vins? C'est comme la photographie, c'est le noir et blanc et la couleur. Le premier pas que nous avons fait dehors du Piémont, à l'extérieur du Piémont, a été à Montalcino, où le cépage est un seul, Sangiovese. Alors, il y avait, bien que les vins sont bien différents, mais il y avait quelques similarités. Oui. Le mot que j'avais perdu avant était nostalgie. Nostalgie. Donner le droit à la nostalgie. OK. Arrive un peu lente. OK. Alors, Et oui, vous ne perdez pas la mémoire, vous l'avez retrouvée. Il faut pêcher là. Alors, de Montalcino, oui, il y avait des similarités. Et ces similarités, bien que les vins sont totalement différents, mais en plus, la chose que c'est mon père aussi qui disait, alors, c'est un seul village, une seule commune, Montalcino. Il y a des sols très différents, mais on connaît bien. Il y a déjà le sens et l'esprit. On connaît. Il y a les cultures de terroir, un peu, on connaît. Moins fortes que le Piémont, mais aussi là. Mais et là, nous avons rattaché une propriété qui existait déjà en 1994. Et après, à partir de 1993, avec la famille, nous allions en vacances à côté de Bolgheri, dans un petit village, San Vincenzo. Et Je crois qu'on a la carte. Non, il n'y a pas la carte. Non, tu ne trouves pas. Ah, là, voilà. Bravo, tu l'as trouvé. J'ai oublié. OK. Tu vois, il y a Montalcino. Montalcino est à l'intérieur, à côté de Siena, entre Siena et Florence. Tout à fait. Oui. Et Bolgheri est sur la mer. Alors, je me rappelle que nous avions juste acheté en 1994 à Montalcino, mais en faisant des vacances à côté de Bolgheri, j'ai trouvé là des amis qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as perdu de temps, qu'est-ce que tu allais à faire à Montalcino? Toi, tu as perdu de temps, tu dois venir à Bolgheri. Bolgheri est le futur, Bolgheri c'est la chose plus importante, etc. Ils m'ont tellement monté la tête que je commençais à voir, à regarder un peu, etc. Finalement, j'ai trouvé la possibilité d'acheter une propriété que je suivis pendant 18 fois. Il y avait les propriétaires qui étaient de sujets qui m'ont pas négocié, offert quelques formes de négociation, mais sans jamais signer la vente. 18 fois. 18 Alors, fois. Je me rappelle que quand j'ai rencontré ces personnes-là, toutes les fois que je les pouvais rencontrer seulement le soir, ils étaient toujours en vacances, ok? Et je rentrais chez moi, au Piémont, après 3 heures, 4 heures de voyage, et quand j'arrivais à minuit, 1 heure, ma femme demandait immédiatement où tu es allé. Oh, je suis allé là pour chercher de rattacher la propriété, d'acheter la propriété. Là. Et elle m'a dit une fois, tu perds de temps. Là, ils sont des sujets de Camarcanda. Ca, c'est l'abréviation de casa. Ah, c'est ça. Marcanda, c'est l'abréviation de... C'est marchander en français. Ah ben alors là, c'était réussi. Alors, elle disait, ils sont des sujets qui aiment marchander. Ils ne te vendront jamais la propriété. Mais ils l'ont vendu. Elle m'a appelé Camarcanda. Ah, c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Camarcanda. J'ai travaillé pendant, à partir de 82, avec un architecte de Provence, pas un homme extraordinaire pour moi, qui m'a aidé et qui a construit là une cave. Je ne sais pas si on a la photo, parce que oui, c'est un lieu extraordinaire, effectivement. Non, il n'y a pas là, que j'aime beaucoup. Et toutes les fois que je vais là, j'aime le coin. C'est un autre maître que j'ai eu. Il est mort malheureusement l'année passée. Un homme extraordinaire. OK. En tout cas, c'est un lieu spectaculaire. Oui, c'est Bolgheri. Alors, il y a une différence du Piémont. Bolgheri a une lumière, c'est le reflet du soleil sur la surface de mer qui forme une lumière différente. Et après, il y a une air qui chante.
C'est une aire, les feuilles et tous les oiseaux là. D'un côté, il y a la mer et de l'autre côté, il y a la forêt. Et c'est spécial, c'est un respirateur. Alors, sûrement, et là, on a eu la chance d'avoir une maison comme Sassicaia qui a ouvert la lumière, qui a, tout à fait. Oui, qui a fait comprendre. Moi je suis arrivé là aussi à cause de Sassicaia. Hein, bien sûr. Alors, oui. Oui. On n'est pas très loin de la fin. On n'a pas abordé tous les sujets qu'on voulait aborder, mais c'est déjà un énorme plaisir. Qu'est-ce que quand on a préparé l'entretien, vous m'avez raconté quelque chose, un souvenir incroyable d'une dégustation. Pour vous, peut-être la plus grande émotion en termes de dégustation, c'était, encore une fois, on va parler de la Romanée Conti, mais c'était un jour avec la Loubize Leroy. Et c'est l'environnement autour duquel, c'est ça qui m'intéresse. Je me rappelle 1980, à Beaune, il avait organisé une dégustation de Chardonnay de Bourgogne avec deux producteurs de Californie, de Chardonnay. Et moi, j'étais aussi là. On a fait la dégustation dans le matin, c'était le mois de juin, début de juillet. C'était un jour très, très chaud. Et à la fin de la dégustation, on est allé dans un bistrot. On a mangé un saucisson qui est resté encore ici. Hein. Et après, on est sorti. Il y avait une chaleur énorme. J'étais là avec une Américaine que j'avais connue dans le 1974, la première fois que je suis à visiter Mondavi. Mondavi, oui. Et Mondavi avait l'énologue était une femme. Oui, Zelma Long. Surprise, Zelma Long. J'étais très surprise de la voir là. La responsabilité de la cave de Mondavi, une femme. Impossible en Italie de réaliser quelque chose au Piémont, pas au Piémont. Alors, elles disent, je vais reposer à la cave. Je dis, écoute, peut-être que nous étions fatigués, qu'il y a la possibilité, je peux téléphoner éventuellement au domaine de la Romanée Conti à voir si nous acceptent aller là à visiter la cave. Elles me disent, ah oui, alors je téléphone, hasard. Et je trouve la Loubize Leroy. Oui. Et je dis, écoute, je suis ici, etc., avec ce Zelma Long, etc. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de visiter la cave? Elle me dit oui. Et nous allons dans la cave. Alors, nous étions très fatigués. La journée était lourde, etc. Le saucisson, là. Alors, on descend dans la cave, frais. La cave est frais. Alors, ça ressemblait être un paradis. Hein? Et après, Noblet ouvre une bouteille de Domaine de Romanée Conti 61. Qui est un des plus grands millésimes de Romanée Conti. Alors, la bouteille qui reste là. Mais, je dis toujours, alors, l'appréciation des bouteilles dépend des conditions. Alors, nous ne sommes pas comme eux, qui sont des dégustateurs, qui sont capables toujours à reconnaître la qualité. Pour nous, là, c'est l'occasion, ça dépend. Alors, si tu as eu, par exemple, une journée très fatigante et après tu te retrouves à un moment à commettre un paradis, alors, mais si tu as encore ces problèmes-là dans la tête, ou tu as perdu de l'argent, ou tu as je ne sais pas, quelques personnes qui écartent. Alors, ça dépend beaucoup du moment que tu fais la dégustation. Les grandes bouteilles ne sont pas capables d'être grandes bouteilles toujours. Ça dépend toujours. Pour vous, peut-être, pas pour nous. Même pour nous. Alors, je me rappelle là, sa bouteille-là, c'est resté dans la tête toujours, mais oui. Ça, c'est important de ne pas le perdre, ça. Le moment, l'environnement, les gens avec lesquels l'environnement, le moment, absolument. Non, je le raconte. Alors, c'est un peu long. Il y avait un journaliste, Gino Veronelli s'appelait, dans les années 60, dans la décade 60 et 70, le plus grand journaliste du vin italien.
il avait étudié philosophie et après s'est dédié au vin, etc. Absolument un homme spécial, original. Vous savez que ces Weyerhaeuser, ils sont invités à visiter des aréas. Alors, il avait une invitation à visiter l'area de Porto dans ces périodes-là, 60, etc. Et il avait visité. Alors, il arrivait qu'à Veronelli, souvent, il y avait des sujets qui demandaient quel est le plus grand vin du monde que tu as goûté. Et Veronelli était toujours fâché. Il n'aimait pas répondre. Il ne voulait pas répondre. Mais une fois, il s'est trouvé à Vinitaly, la foire que nous avons là, avec son grand ami Giacomo Bologna, un producteur de vin. Et à côté, il y avait d'autres amis et qui répètent la question. Et il a été embarrassé, mais après il raconte qu'il avait reçu une invitation à aller à Porto. Il était allé là et ils avaient organisé une visite de 4 caves. Alors, il commence sur une Renault 4, la Renault là. La 4L. Oui, oui. Il est arrivé dans les premiers châteaux, caves. Ils ont commencé à le faire dans le vignoble, à expliquer les cépages. Après dans la courte. Mais le soleil commençait un peu. Il est entré dans la cave. Il ne crachait pas. Il aimait aussi boire. Alors, il a commencé à boire, oui, de vintage. Quand il est sorti, il y avait déjà une chaleur. La voiture était comme chaude. Chaud, très chaud. On est allé dans le deuxième. Il a fait la visite dans le vignoble, après dans la cour. Aussi, il était, et après dans la cave, il a encore bu. Alors, il a été incapable d'aller dans les autres deux. Il l'a emporté à faire un peu, à manger quelque chose. Et après, elle a dit: je suis trop fatigué, je ne peux pas, je m'excuse, s'il vous plaît, laissez-moi tourner grande excuse, me tourner. Il rentrait à l'hôtel. À l'hôtel, il y avait là ces appareils-là qu'on ne connaît pas bien à ce moment-là, dans cette époque, s'ils étaient capables de fonctionner, à faire de l'eau, de l'air frais. Les climatisations. Il a touché, finalement, il a commencé un peu à faire du travail, et il s'est mis au lit, et il a commencé à dormir. Il a dormi presque 4 ou 5 heures, et quand il s'est réveillé, il était un autre homme. Alors, la journée qui était énormément fatigante est changée. Il a trouvé une énergie nouvelle, etc. Et là, ils sont venus à le prendre à 9 heures pour aller à dîner. Elle est montée encore sur la voiture, là, le Renault qui était devenu plus froid, etc. Ils ont commencé à monter. Et il était un soir incroyable avec toutes les étoiles, la lune, etc. Et monté. Ils sont arrivés sur une place et il a vu qu'en front, il y avait une paroi couverte de végétation avec une porte. Et les autres qui étaient avec lui, ils s'approchent à la porte et ils sortent une femme. Il était sensible aux femmes. Aux femmes, oui. Avec de longs cheveux tout noirs, des yeux verts, etc., qui a fait comprendre qu'elle attendait lui, que lui était l'invité plus important de la soirée. Alors, tu sais, alors il avait déjà pris toutes les énergies. Alors, il entre là c'est une terrasse avec les tables tout bien séparées. Et il s'approche en balconade là, et il regarde en bas, il y avait dans la Douro, la lune qui se reflétait là, dans le Douro, et les étoiles que tu pouvais prendre par la main. Alors, ils ont commencé à se mettre à la table et ils ont commencé le dîner. Et sans plus parler de vin, ils ont parlé d'histoire, de philosophie, fantastique, et une soirée. Et la femme, avec les cheveux longs, le nez noir et les yeux verts, elle a commencé à servir le vin. Il n'a pas fait attention au vin. Mais finalement, elle est arrivée avec un vin. Elle a mis un vin dans le verre et il prend le verre et c'est un vin incroyable.
c'est un vin super. Et il cherche de se rappeler, mais que vin est dans ce verre? Là, c'est un vin extraordinaire. Jamais, il cherche, il ne rappelle pas que ce vin-là est extraordinaire. Alors, la femme ne venait plus à la table. Il regarde à la femme et dans les yeux, il fait comprendre qu'est-ce que c'est ce vin-là? Et elle répond avec les yeux, c'est le vin pour vous, que vous êtes l'invité plus important. Il n'a pas demandé, ils disent, je n'ai pas demandé Plus que ça. Plus que ça. Je n'ai pas voulu savoir que il était plus important, la femme, avec l'accueil, avec la courtoisie qu'il avait donnée lui, que mettre en second. Elle n'a pas demandé. Alors, le monsieur qui se tient là, ils ont demandé, mais quel est le nom? Il a dit, ah non, je ne sais pas. Ce vin qui est le plus grand vin du monde que j'ai goûté, je ne sais pas quel vin est. Mais le restaurant, je ne me rappelle pas plus. À dire que ça dépend de l'occasion. Oui, beaucoup de fois. Hein. Et alors, aussi pour les grandes bouteilles. C'est magnifique. Un peu une c'est histoire, incroyable. Eh bien, ce soir, on va terminer après les questions-réponses. Justement, ce soir, on va goûter un de vos vins. Et je voudrais juste savoir, parce que vous m'avez dit, non mais il est hors de question que je commente mes vins. Non, restez là. Non, vous ne devez pas attendre des choses extraordinaires. Restez calme. On ne cherche pas de produire des choses extraordinaires, des choses qui se peuvent boire. OK. Ben, OK. Spers, c'est le vin. Spers. Alors, tous les fois qu'on arrive dans des occasions tellement importantes, on présente par le Barbaresco. Sur la scène, il faut donner la place au Barolo. Barolo mérite la place. C'est lui qui doit monter. Alors, on pousse toujours. Alors, le Barbaresco doit rester arrière. Peut-être à surprendre, mais dans cette occasion, il faut sortir avec. Alors, le Barolo que vous goûterez, c'est 2018 oui. Et dérive d'un vignoble que nous avons à Serralunga, qui est une des communautés, 11 communautés de Barolo, etc. Et le nom est Spers, qui veut dire nostalgie. Alors, nostalgie. Le fameux mot que vous aviez perdu. Pourquoi mon père, il avait cultivé toujours, à cause qu'il avait ramassé les raisins là, il avait cultivé toujours pendant sa vie la possibilité d'acheter ce vignoble-là que je pu acheter après. Et il n'a jamais été capable. Et nous avons dédié le vin à lui, Spers, qu'il avait cette forme de nostalgie, etc. Ah, c'est magnifique. Et qui est produit 100% Nebbiolo, cultivé avec un vignoble qui est à Serralunga. Merci, okay. Angelo. Alors, encore une chose. Si vous rappelez-vous que si vous venez au Piémont, ne venez pas au Piémont dans le mois de juin, juillet, août, quelquefois septembre. Oubliez. Si vous aimez, il faut arriver mars, avril. L'hiver est aussi intéressant. Et nous commençons à avoir à Barolo Barbaresco et dans l'area viticole un overtourisme, de tourisme de masse, de tourisme, trop de touristes, trop. Il faut limiter, aider, ne arriver là quand il arrive tous les touristes. Restez chez vous. Mais il y a d'autres périodes. On peut venir en avril, quoi. Pardon? En avril ou en mars, on peut venir. Hein? On peut venir en avril ou en mars. Oui, mars, avril, mars, février, décembre, excellent. Oui. Et la chose qui devient importante est sûrement de régler, d'être capable. Alors, nous ne sommes...
we drank. C'est vrai, non, on a exagéré un peu sur le touriste, je pense. Alors, d'un côté, il y a des areas qui n'ont pas de touristes en Italie et des autres qui n'ont trop. Oui. Et régler les areas qui ont déjà trop de touristes devient difficile, puisque le tourisme continuera. Alors, tu sais, si on arrivera à faire sûrement 20 heures par semaine de travail, etc., je ne sais pas, moins de travail et plus ils sont obligés à voyager. Hein. Et il arrive aussi là, sans argent, mais il veut boire. Il veut arriver à faire une photo, hein, à faire le... Alors, et chercher de garder la priorité à ceux qui sont vraiment, qui ont des passions et qui sont intéressés, mais se mélangent avec d'autres qui n'ont aucun intérêt. Il faut faire attention. Nous devons apprendre. Merci infiniment, Non, Angelo. à toi. Merci. On va passer aux questions. Oui, question. Merci à vous. Alors là, il y a déjà une question sur Zoom, parce qu'il y a des gens qui nous suivent également sur Zoom en direct. Et il y a une question qui vient d'apparaître. Le Piémont va-t-il devenir une région de vin blanc? Est-ce qu'on va produire des vins blancs? Bravo! Ça m'appelait beaucoup la question. Alors, il est vrai, l'ambition des pays, des régions viticoles qui sont connues pour le cépage rouge, pour le vin rouge de qualité, l'ambition est aussi d'être capable de produire de vin blanc. Je dois dire qu'au Piémont, nous avons une variété qui s'appelle Arneis, Gavi. Récemment, on a commencé à travailler sur un cépage découvert valorisé dans les derniers 20-25 ans, qui s'appelle Timorasso. Et ressemble que... pour beaucoup de temps, en Italie, les raisins blancs étaient produits pour faire un bianchino. Bianchino, facile à voir épicé, rapidement. Alors, mais dans les derniers 20 ans, ils ont commencé aussi, des producteurs, pas seulement Valentini, Abruzzo et d'autres, ils ont commencé à se mettre dans la tête qu'il était possible de faire de vin blanc avec un niveau de qualité plus élevé, de le faire et le chercher de le faire. Bien que, par exemple, pour mon père, le vin blanc n'existait pas. Hein. Pour lui, il était seulement le vin rouge, hein, absolument. Le blanc n'existait pas. Alors, maintenant, le Piémont a trouvé, il y a la possibilité, et pas seulement. Le Piémont, alors, notre area de la zone de Alba, l'Albese, etc., nous avons des collines qui arrivent jusqu'à 900 mètres d'élévation. Alors, dans le siècle passé, les vignobles étaient cultivés jusqu'à une hauteur de 400 mètres. Et à des hauteurs supérieures, il y avait les noisettes ou d'autres. Mais maintenant, bien sûr, on peut aller là. Et on ne peut pas aller là avec la dénomination Barolo Barbaresco, mais avec une autre dénomination qui s'appelle Langhe, et on peut monter là. Alors, on peut faire du blanc. Je pense que la chose importante est qu'il faut avoir le grand respect pour les forêts qui existent, pour le bois. Il ne faut pas toucher, pour les laisser là absolument. Mais il y a des sols où l'agriculture peut se développer sur des plantes de fruits. Ils ont commencé à planter aussi des plantes d'olives, des oliviers, des vignobles, bien sûr, alors des plantes de fruits. Alors, à cette élévation-là, ça ressemble qu'il y a la possibilité de faire des raisins blancs qui gardent mieux l'acidité, ça devient intéressant. Et finalement, il a compris aussi qu'il est possible là de faire des vins mousseux, qu'ils l'ont un peu oublié. Ils l'avaient oublié. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment cherché de faire monter, développer là. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'il est possible. Alors, mais moi, chez nous... Alors, pardon. On va avoir des questions après, attention. Nous avons construit une nouvelle cave à côté de Barbaresco, à 12 km de Barbaresco, à une hauteur de 650 mètres.
pour avoir donné au fils la possibilité de travailler. On ne connaît pas ce qui arrive avec le changement climatique. Aussi arrivent des raisins qui sont abîmés et que tu ne peux pas produire de barbaresco de Barolo, mais ces raisins-là ont le même prix que les autres. Voilà. Alors quoi faire? Je ne sais pas. Donner des possibilités. Donc c'est des expérimentations. Oui, jusqu'à que je serai vivant, ils ne produiront jamais de vin mousseau. mais peut-être, je ne sais pas, donner des possibilités à le faire, etc. Alors là, en hauteur, c'est une richesse, à mon avis, de notre area d'avoir des sols à altitudes différentes qui peuvent être explorés. Alors, on va passer à la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Je suppose qu'il doit y avoir des questions. Sois modéré, hein. N'être pas méchant. Eh ben, dites donc, vous êtes vraiment timide. Hein. Non, ils ne sont pas obligés. Si, il y a une dame, ils ne sont pas obligés. Hein. Tiens, Loïc. Tenez, ça va être très simple. Vous allez avoir un micro qui est juste ici. Prête? Bonsoir. Qu'est-ce que vous espérez, quel message vous espérez qui se transmet à travers vos vins envers ceux qui le partagent? Quel message vous espérez transmettre dans vos vins quand les gens le consomment, quand les gens le boivent? Pas de vin pour gagner des primautés. Être capable à faire de vins qui sont capables de rendre soit la variété et soit l'origine, d'où ils viennent, avant tout. Et après, de rechercher, si possible, le plus possible, de faire de vins, je disais avant élégant, c'est un abus, c'est bon, mais de moins concentration et facile à boire avec la nourriture. Et c'est possible que doit représenter l'appellation, mais c'est possible doit avoir un style aussi qui est possible de reconnaître qui vient de notre cave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a encore une dame là, en haut. Le micro, il faut le lancer. Les dames sont plus courageuses. Oui, toujours. Les femmes sont toujours plus courageuses. Ah non, c'est difficile à faire monter là, hein? Aïe. Sur la tête. Ouais. Attention. Vous m'aidez à comprendre. Oui. Tout à l'heure, bonsoir d'abord. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre père qui disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait un bout d'herbe qui traîne dans les vignes. Je voulais savoir quelle était un peu votre conduite, la façon dont vous avez envie de conduire votre vigne, en fait. Ah, est-ce que vous êtes Alors, comment vous conduisez votre vigne? Est-ce que vous êtes Comment en bio? Comment vous cultivez votre vigne? Est-ce que vous êtes en bio, en conventionnel, en biodynamie? Nous ne sommes pas en biodynamie. Nous avons cultivé, alors à Camarcanta, nous sommes en bio, mais je cherche de pousser les filles contraires à sortir et à faire l'ultrasonné que dans les conditions de changement climatique devient plus difficile et on est obligé à faire un numéro de traitement énorme en accumulation de cuivre, une énormité de passage dans, je ne sais pas, mais je n'ai pas gagné au moment. Mais à Bolgheri, nous sommes bio. À Montalcino, nous sommes restés bio jusqu'à il y a 2 ans. Et après, nous avons eu des forts problèmes de milieu. De milieu, oui. Très difficile à cause aussi que nous n'avons pas une propriété unie dans une seule place. C'est ça, c'est loin. Oui, avec des conditions de climat différents.
Alors, nous voulons avoir la possibilité de faire le traitement, quand on fait le traitement très rapide, qu'il arrive là, comme dans tout le monde, de journée de pluie, chaleur, puis chaleur, Tout puis à fait. chaleur, puis chaleur. À Barbaresco, nous avions fait le bio pour presque 10 ans, sans le déclarer. Alors, nous n'avons jamais dit. Je n'utiliserai jamais, mais à cause que nous avons une marque forte, je n'utiliserai jamais une méthode. Je vends Gaia, je ne vends pas la méthode. Et oui. Oui, alors, à cause que nous avons une marque qui nous permet de le faire. Je pense que ceux qui continuent à faire le bio ou le biodynamique sont des héros. J'ai grand respect pour eux. Je pense qu'il doit faire attention. Alors, ce changement climatique rendra probablement plus difficile. Plus difficile. Il faut être. Alors, si tu as des surfaces localisées, précises, etc., et pas de grandes surfaces, je pense que tu peux avoir plus d'attention. Sinon, ça devient un peu difficile. Alors on n'utilise pas. Alors, on a quitté d'utiliser le désherbage, pas le glyphosate, le disséquante, à partir de 1995. Nous avons commencé à produire de humus, de compost, à partir de 1995 aussi, et à travers le verre rouge californien, etc. Je raconte une histoire là. Oui. Alors, sur le verre rouge. Alors, 1995, nous commençons à faire ce humus avec une quantité importante, quelquefois trop importante, qu'il faut le distribuer en 6 mois, mais arrive que tu ne peux pas le faire à cause de mauvais temps, etc. Tu le laisses là, tu le fais après un an et demi, ils perdent totalement le pouvoir, etc. Il faut faire, ce sont des choses, des projets, et après, des coûts énormes à le distribuer. Mais alors, on l'a fait, et on continue à le faire. Hein. Mais alors, et nous l'avons commencé à faire à Barbaresco, alors à Gaia. Je me rappelle 2010. J'étais avec toute la troupe qui avait fait notre employé qui avions ramassé les raisins, la fête de la vendange. Après la raisin, un dîner, etc. Pendant le dîner, je dis, écoutez, je vous prie de prendre en considération l'opportunité de produire du humus ici aussi. Et je plains. Il faut acheter de la merde de qualité, de vache. Du fumier. Du fumier de qualité, etc. Il faut le transformer à travers le verre rouge et donne et surpris. Il y était là 70 personnes, aucun semble être intéressé. Moi, je pensais toujours que le procès, quand on fait quelque chose, il faut le faire participer. Aucun. Seulement un ou deux qui ont levé la barre et ont dit est-ce que non, c'est pas possible. Non, ils ont posé une question qui n'était pas importante. OK. Alors, quand je rentre chez moi, je me rappelle que je appelais 2 ou 3 fois mon responsable et je dis pourquoi il n'y avait pas de participation. Et il ne voulait pas répondre. Mais finalement, un jour, il a répondu. Et il me dit votre employé qui sont ici, en occasion de votations politiques, il vote communiste. Alors, pour moi, il peut voter ce qu'il veut. Oui. Alors, moi, je ne comprends pas la connexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Et finalement, lentement, j'ai compris. Bolgheri est à côté de Livorno, à 35 km de Livorno. Oui. À Livorno, dans le 1931, a été fondé le Parti communiste italien, le plus grand parti communiste européen à ce moment-là. Alors là, il y a encore un foyer forte qui n'aiment pas les États-Unis et qui n'ont pas tous les torts et qui votent communiste, etc. Alors, mais finalement, j'ai compris. Alors, je suis retourné là et je refais un autre dîner et je dis, écoutez, je ne voulais pas vous offendre,
quand je suis venu ici, en 10 ans, etc. Et maintenant, je ne vais pas vous offendre, mais je pense que nous pouvons faire démarrer ce projet-là. Il est vrai, je dis un mensonge. Je cherchais, si est possible, d'acheter ces verres rouges en Russie. Mais ils ne les produisent pas en Russie, qui sont des vins rouges californiens. Et après, ils sont des vins rouges, c'est votre couleur. Donnez-moi la possibilité de les faire. Et on a commencé à produire c'est magnifique. Là aussi. Ça, c'est du vrai dialogue politique. C'est pas toujours très facile, il faut trouver les bouteilles. Alors, une autre question qui arrive. Alors, il y a une question sur Zoom. Quel changement ou innovation? Non, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que j'ai répondu à la question qu'elle avait posée avant? Je ne me rappelle pas plus. Ah oui, sur le bio. Oui, ok. Oui. Je pense avoir partiellement répondu. Oui. Je peux juste en poser une petite dernière. Comment on fait pour venir vous voir? Comment il faut s'y prendre? Comment on fait? Pour venir visiter le domaine Gaïa. Alors, nous n'avons pas site internet. Nous ne sommes pas sur le social. Nous ne faisons pas publicité. Nous n'avons pas d'agence agence de presse? Alors, en plus, ça me gêne un peu, mais je dois le dire. La cave est arrêtée le samedi et le dimanche. Nous ne vendons pas de bouteilles directement de la cave. Pendant le jour de la semaine, pour venir visiter la cave, les professionnels peuvent entrer dans la cave. Pour les touristes et les visiteurs, ils doivent payer 380 euros. Pardon, directement en liquide. Beneficenza. Comment on dit en bénéfice? En liquide, au noir, enfin. Non. Comment si dice beneficenza? En charity. Ah, en charité. En charity. Alors, qui fait plus charity sont nous, que nous devons les accueillir, donner notre temps, faire boire de vin, s'ils paient 380 euros ou 400 euros, bien sûr, il faut mettre de vin. Mais nous ne devons pas toucher l'argent, puisque si nous touchons l'argent, ça serait 50%, sera des taxes qui alleront à Rome et aucun ne connaît ce qu'il arrive là. Alors on préfère que l'argent va directement en charity. À des sujets, nous donnons une liste, etc. Alors là, il y a un problème. Nous ne donnons pas la possibilité aux jeunes de visiter la cave, puisque les jeunes ne veut pas dépenser, justement, ce montant. C'est 400 euros. Je ne sais pas. Le fils doit être capable de trouver. Mais la chose importante est que je pense que nous, là, à Barbaresco, il y a 28 caves, petites caves. Et bien sûr, les propriétaires de ces caves qui vendent les bouteilles là aux touristes, ils ont intérêt à avoir plus de touristes arrivent et plus de bouteilles peuvent vendre. Alors, nous avons la capacité de vendre sur le marché extérieur, ce n'est pas nécessité que nous devons vendre là directement. Alors, on peut le faire, etc. Mais, alors, nous avons... penso che nous avons aussi un numéro d'email, etc. Il y aura la possibilité pour quelqu'un d'entrer dans la cave. Oui. Bon, voilà. Une dernière question. Pas tous ensemble, pas tout le monde. Oui, j'ai une dernière question qui est sur Zoom. Oui. Quelle a été votre plus grande déception professionnelle? Quelle a été votre plus grande déception professionnelle? Et une chose que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas réussi? Déception professionnelle. Alors, la première chose que je pense que la chose que j'ai perdue est que j'avais une grande incapacité d'apprendre la langue. Et je n'ai pas étudié l'anglais. Je devais apprendre l'anglais.
Et là, j'ai perdu l'occasion et je le parle mal, comme le français, désastre. Vous parlez très bien le mais français. Non. Alors, et je dis à mes enfants, vous devez apprendre l'anglais, c'est la langue clé, c'est il faut important. Après, pour nous, le français est plus facile, parce que nous sommes à côté, etc. Et nous avons un dialecte, etc. Professionnel, je ne sais pas, je suis plutôt heureux. Ah, vous êtes optimiste et heureux, c'est vrai. Optimiste, oui. Alors non, je ne sais pas. Là, peut-être, j'avais eu l'occasion alors, non, je te le dis. Alors, c'est une autre histoire. J'ai admiré beaucoup, je le dis, Mondavi. Oui. Je pense qu'il a été un homme Robert Mondavi. Extraordinaire, beaucoup plus capable que moi. Un homme, et pour moi, a été un homme que j'ai fréquenté souvent, etc. 1989, quand nous avions acheté la propriété à Barolo, Spers, oui. Après 2 mois, il me téléphone, il me demande, ils me disent, est-ce que nous pouvons faire le Barolo ensemble? Il était, à partir de 1987, nous sommes devenus l'importateur en Italie de vin de Mondavi. Ah, de Mondavi. Alors, il était aussi, pas seulement l'amitié, mais aussi de... Alors, il m'a demandé, et je suis resté là, je dis, écoute, c'est la première fois que nous sortons de Barbaresco. C'est une vignoble de rêve de mon père. Mais 15 ou 20 jours après, il m'a retéléphoné. Et il m'a dit, est-ce que tu penses que nous pouvons faire une joint venture ensemble? Alors, moi, j'étais un grand compliment. Et nous sommes restés au téléphone pendant une quinzaine de minutes. Et il a parlé de la convenience de faire la chose ensemble, etc. Mais à un certain moment, quand nous sommes arrivés presque à la fin, je dis, mais écoute, est-ce que tu penses qu'il sera possible vraiment de faire quelque chose d'important ensemble? Moi, que je suis un mosquito, tu es un éléphant. Alors... Et il m'a dit, Mathieu, doit être, on peut faire une chose petite comme tu veux dans l'hémisphère sud, je pense au Chili, en Californie, en France ou en Toscane. OK, alors je dis, écoute, je dis ni non, ni oui. Je dis, donne-moi la possibilité de parler avec ma famille. Je n'avais pas encore mes fils dans l'exploitation. Et avec ma collaborateur, je ne dis pas non, je n'ai pas dit oui. Et je dis, alors il me dit, mais tu dois me donner une réponse vite. Oui. Et il fixe un rendez-vous à New York, à Times Square, à Marriott Marquis, et 2 ou 3 mois après. Et je suis allé. Je me rappelle que dans le voyage en avion, à cause que j'avais décidé de dire non, comme dire non à une amie, un non comme ça. Alors, finalement, j'arrive, et quand j'arrive, il avait fixé une salle, et un salon, où il y avait 4 personnes. Lui, il avait à côté 3 autres personnes. Il m'a introduit un, il était son administrateur, etc. Et les 2 autres, avocats. Je suis resté là, en hésitation. Et alors, il a commencé à parler. Il a commencé à parler et décrire toutes les convéniences qu'il y avait à faire la joint venture ensemble. C'est un homme extraordinaire. Après 40 minutes, il a compris que je ne participais pas. Et il m'a dit, Angelo, ce n'est pas obligatoire de faire la joint venture. Si tu es contraire, ça suffit de le dire. Alors j'ai dit, écoute, pour un Italien, de faire une joint venture, un peu comme faire un mariage. Et dans le mariage, il est important d'avoir du respect réciproque, et nous l'avons absolument. D'être capable d'avoir des rêves ensemble, de partager des rêves, et nous pouvons le faire. Et encore, et encore, encore. Mais dans un mariage, c'est aussi important le sexe. Et comme tu penses qu'on peut faire l'amour à la grande, un mosquito, un éléphant. Alors, les deux avocats sont sortis. J'ai perdu l'occasion. Ça a été une erreur. Je devais faire j'ai perdu l'occasion. J'ai fait des erreurs. J'ai fait pendant ma vie. Mais là, c'est une des erreurs les plus grandes que j'ai fait. Mais après, je pensais alors de développer
seulement nous. Et 94, nous sommes partis à Montalcino, après à OK. Mais la vie est malheureusement fait aussi des erreurs. OK? Merci infiniment, Angelo. OK, merci. Merci, c'est magnifique. Merci à vous. Angelo Gaia. Merci à vous. On va se retrouver là-haut pour déguster le vin. Et moi, je vous retrouve l'année prochaine pour un autre grand entretien, le 14 janvier, avec un autre monument de la viticulture. C'est monsieur Miguel Torres, grand nom de la viticulture espagnole. Voilà. Bonne soirée, merci à vous et merci à toute l'équipe.